Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mettant en relief la manière dont les approches psychothérapeutiques, la dimension 3D, peut faire le pont entre notre univers, notre système limité et les systèmes de l'invisible. Alors aujourd'hui, je viens vers vous une petite vidéo improvisée parce qu'actuellement sur les réseaux sociaux, mes échanges m'amènent à constater que beaucoup sont fâchés avec leur mental. Alors, il est clair que dans l'abord de tous ces belles vérités du cœur et de notre univers unifié, le mental a sa place. Pour certains, par contre, je pense que les problématiques non élaborées de l'ego amènent à ce qu'il y ait un rejet d'une partie d'eux-mêmes, une partie d'eux-mêmes, le mental, l'ego. Et c'est fort dommage parce que c'est important de mettre en relief le temps que nous rejetons une partie de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accéder avec souplesse à tout ce bel univers qui nous constitue et cette belle essence qui nous constitue. Alors aujourd'hui, là, je voudrais faire une vidéo pour rapprocher chacun de son mental et pour aider à voir la manière dont ce mental est un outil d'adaptation de la 3D. À la base, ce mental est à notre service. Il nous permet de relier, de faire le pont entre notre système limité et visible, de cette belle tridimensionnalité, faire le pont avec les autres univers élargis, les autres systèmes élargis de notre univers, des systèmes bien plus unifiés. Alors, pour vous donner quelques petits exemples, actuellement, donc ces derniers temps, j'étais en échange avec des personnes sur les réseaux qui exprimaient dans leur façon d'approcher cette belle vérité du cœur, qui exprimait la manière dont le mental était parasitant, la manière dont le mental parasitait l'accès aux vérités du cœur. Et notamment une personne, j'étais en échange, mais il me renvoyait constamment des citations, jamais de propos personnels aux écrits que je posais face à ces citations. Et là, encore une fois, on voit là comment, oui, le mental peut opérer de façon dysfonctionnelle. À ce moment-là, venir nous parasiter dans sa manière d'approcher notre réalité. Le mental, c'est un outil, c'est un outil intellectuel, mais ce mental, c'est clair qu'il peut être dans un fonctionnement entre guillemets divisé, et donc ne pas pouvoir se mettre en accord avec les vérités de l'unité. Notamment au travers de ces citations, la personne me faisait part inconsciemment de sa difficulté à approcher son essence parfaite, son authenticité, et d'avoir ses propres pensées, et d'une certaine manière d'utiliser un petit peu ces citations de façon phobique, par peur inconsciente bien sûr, bon la personne ne réalise pas, mais par peur inconsciente d'accéder plus à son vécu, ses ressentis, ce qui amène aussi à l'élaboration des douleurs intérieures. Et tout ça, bien sûr, c'est inconscient. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au travers des quelques échanges que j'ai eus, je pensais particulièrement à toutes ces personnes avec qui j'étais en échange, et notamment à celles qui sont dans cette même dynamique, de voir le mental comme un parasitant. Certes, il peut parasiter notre accès, notre authenticité. Il est clair. Mais ce mental, il peut agir à notre insu sans que l'on s'en rende compte. Et le fait de le rejeter, ce mental, de ne pas l'intégrer en nous en voyant à quel point il fait partie de nous et à quel point lorsqu'il est traité, considéré dans ses qualités, ce mental peut énormément aider. Donc, n'oublions pas que nous sommes ici, dans cette 3 dimensions, pour expérimenter
l'amour divin, entre guillemets, incarné sur Terre. Nous sommes là pour permettre cet équilibre entre cet ancrage à la Terre et cette connexion au ciel. Sinon, autant être resté là-haut, quoi. Hein, si on n'expérimente pas cette connexion entre la Terre et le ciel, nous pouvons rester là-haut, dans ce monde unifié, divin. Mais le but du jeu, de ce jeu de l'oubli et ce jeu de l'illusion sur cette Terre, c'est d'expérimenter tout le plaisir, toute la belle expérience de l'amour incarné sur Terre. C'est vrai que ce genre d'expérience nous amène à vivre des émotions, des émotions, des expériences fort intenses, au travers des émotions, des désirs, des besoins, des expériences fort intenses que nous pourrions pas vivre dans ce monde entre guillemets de sérénité, de là-haut où il n'y a pas toutes ces émotions et ces désirs. Donc c'est une jolie expérience. Et le mental, c'est celui qui nous permet de faire cette belle expérience, de relier, faire ce pont entre la terre et le ciel. Voilà. Donc pour vous parler davantage de comment le mental, lorsqu'il lorsque nous le traitons bien, lorsque nous l'amenons à être fonctionnel, ce mental peut vraiment beaucoup vous aider et de nous aider. Donc je vais vous donner quelques exemples. En fait, ce qui serait important de signaler, c'est que notre mental fonctionne et directement relié à la façon dont notre ego fonctionne. C'est la manière dont l'ego approche notre réalité terrestre. C'est la manière dont il approche tout ça qui va déterminer la façon dont le mental va fonctionner. Je vous donne quelques exemples. Moi, en consultation, il m'arrive de séance en séance d'avoir des personnes qui me disent j'ai retenu ce que vous m'avez dit là, la fois dernière vous m'avez dit ça. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu ces discours-là, mais eux, des échanges que l'on a eus, ce qui leur a parlé, c'est tel ou tel propos, la façon aussi dont ils ont interprété ces propos, ce qui peut être à milieu de ce que l'on a voulu échanger avec eux, mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'ils ont retenu. C'est ce que chacun de nous, en échange, nous pouvons retenir du discours de l'autre. Et je m'aperçois souvent qu'il y a eu des propos qu'ils ont retenus et d'autres non. Et là, on voit comment l'ego opère sur le mental. L'ego va retenir que ce qui va conforter ses croyances. Qui peuvent être toutes croyances de toute façon est fausse, mais l'ego va conforter ses croyances et zapper tout ce qui ne conforte pas ses croyances. Donc ça, le mental, là on voit comment il peut dysfonctionner parce qu'il est déterminé par les croyances de l'ego. Donc tel ou tel sujet va être analysé, retenu. La façon dont le mental interprète ce qui a été dit dépend de la façon dont l'ego a perçu ce qui a été dit en fonction de ses propres expériences passées. Donc tout est déterminé par la façon dont l'ego fonctionne. Là encore, on a une réalité importante à prendre en considération, c'est que pour que notre mental fonctionne de façon cohérente et pertinente, il faut que l'ego ait élaboré ses peurs. Et pour cela, une clé importante, c'est d'être aimant avec cet ego, de le valoriser, pour l'amener à se libérer de ses peurs, l'ego, il faut qu'on lui fasse prendre conscience que dans le passé, il a bien joué son rôle. N'oublions pas que l'ego a une fonction, c'est notre personnage, il a une fonction de nous aider à vivre sur cette terre. Il a une fonction de survie. Donc, quand on amène au travail d'un travail mentalisé, encore une fois, on utilise le mental, quand on amène l'ego à se rendre compte que sa façon de percevoir la vie actuellement est liée à ses expériences passées, et que la façon dont il peut déformer ce qui se joue de la réalité parce qu'il est parasité par les anciennes
expériences du passé, va l'aider, l'ego, à comprendre pas mal de choses. Mais pour ça, il faut être aimant avec lui. Il faut lui faire prendre conscience. Et ça, l'outil du mental nous aide au travers de l'analyse décortiquée des expériences relationnelles du passé. Le mental nous aide à mettre en avant à l'ego qu'il a fait un travail pertinent dans le passé, qu'il a bien assuré sa fonction de survie. Dans l'exemple des traumatismes vécus du passé, tout le monde a plus ou moins vécu certains traumas, dans l'enfance, dans l'adolescence. L'ego a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il a su protéger la personne que nous sommes, en soit utilisant des défenses de clivage, en utilisant des défenses de dissociation, d'idéalisation, parce que l'enfant a besoin de ces systèmes d'attachement quand il est petit. Donc certaines formes d'idéalisation des parents, par exemple, ça va permettre à l'ego de bien gérer ses attachements et de pouvoir se mettre à l'abri de certaines douleurs liées aux fragilités de ces systèmes d'appartenance. Donc, encore une fois, que ça soit une certaine rigidité de l'ego dans le passé, un certain contrôle de l'ego. Imaginons un enfant qui a été parentalisé, qui a dû s'occuper de sa fratrie parce que les parents étaient trop défaillants. Donc toutes ces défenses, entre guillemets, qui ont dû être excessives de l'ego dans son enfance, liées au fait qu'il était obligé d'être en attachement de son système d'appartenance, toutes ces défenses qui ont pu être excessives, on va pointer à l'ego, par le mental, en utilisant notre mental, travail psychothérapeutique, on va pointer à l'ego qu'il a bien travaillé, que ces systèmes de défense, même si elles étaient excessives, étaient nécessaires dans le passé pour protéger l'enfant non autonome à cette période, pour protéger l'enfant et lui permettre de rester équilibré dans ces systèmes d'appartenance parfois défaillants. Donc on arrive à cette dynamique de valoriser l'ego pour tout ce qu'il a fait dans le passé, de lui démontrer intellectuellement à quel point il a bien travaillé. L'ego a besoin de preuves concrètes, on lui donne. Dans les systèmes relationnels qu'on va analyser, on va lui prouver qu'il a bien travaillé dans le passé. Mais qu'aujourd'hui, attention, aujourd'hui, il faut être ferme et aimant, mais qu'aujourd'hui, tout ce système défensif n'est plus nécessaire. Ce système défensif n'est plus nécessaire. L'ego n'est plus dans cette obligation d'être totalement dépendant de ces systèmes d'appartenance parentaux, et de lui pointer, encore une fois, de lui démontrer par le mental, par l'analyse des relations du passé, de lui démontrer comme quoi aujourd'hui, il remet en place les mêmes défenses qu'autrefois, qu'il a du mal à lâcher ce qui lui a beaucoup servi dans le passé, et que ces défenses hier nécessaires mais aujourd'hui excessives le parasitent. Imaginons un exemple concret, une personne qui a été beaucoup dans le contrôle dans son enfance parce qu'elle était dans un milieu insécurisant et qui rejoue les mêmes défenses de contrôle excessif aujourd'hui, on va démontrer que tout ce système n'est plus nécessaire et qu'il est difficile, et que ça se comprend, que de dire au revoir à des défenses qui ont tellement servi dans le passé, qui ont tellement protégé face à des traumas. Il est compréhensible que l'ego ait du mal à s'en détacher. Donc on est compréhensif, on est aimant, mais on est ferme sur l'idée qu'il faut se désengager de ces systèmes défensifs actuellement, parce qu'on va encore démontrer mentalement que tout ce système excessif n'aide plus aujourd'hui, qu'il parasite la personne. Donc on est dans une attitude, une posture d'amour, de compréhension, de fermeté dans l'amour en disant stop, moi l'adulte, donc ça c'est un échange entre l'ego et entre guillemets le soi supérieur, le soi qui s'émancipe, qui s'autonomise, donc cet adulte qu'est la personne qui va dire à son ego merci, tu as bien fait, je te remercie pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que tu as fait, mais aujourd'hui je reprends les rênes. Voilà. L'ego c'est l'enfant intérieur apeuré, donc je reprends les rênes aujourd'hui
Ça, c'est l'adulte qui le pose en disant c'est à moi de t'aider, aujourd'hui c'est à moi. Cet adulte, ce soi supérieur qui a pu suffisamment un petit peu poser cette autonomie pour analyser dans ce contexte plus équilibré, non traumatique, cet adulte intérieur qui veut reprendre les rênes et qui dit voilà, je fais maintenant ma part du travail, merci pour tout ce que tu as fait, l'ego. Tu es toujours dans tes fonctions à me protéger dans ma vie, dans ma survie, dans les besoins premiers dont j'ai besoin. Mais moi, l'adulte, je t'aide aussi à lâcher prise, à te libérer des peurs qui sont excessives actuellement. Ça, c'est un travail de partenariat, quoi, hein, entre l'ego et ce soi en évolution de l'adulte qui va de plus en plus s'ouvrir à revenir à son essence première, à son essence entre guillemets parfaite. Il y a tout un travail d'équipe, et quand cela dysfonctionne, quand il y a un rejet du mental, c'est que cet ego gouverne tout et que l'adulte a laissé les rênes. Soit, oui, voilà, c'est que l'ego est dans cette, l'ego ne peut pas, enfin, l'adulte n'ose pas sortir de cette, l'adulte n'ose pas s'exprimer, l'ego a pris les rênes, quoi. L'adulte n'intervient pas, et il doit assurer cette fonction de guidance de son ego. Hein, c'est un travail de partenariat. Hein, sinon, bah oui, l'ego garde le contrôle, et cette belle personne en développement que nous sommes ne peuvent pas s'épanouir. Nous restons dans des, entre guillemets, des dynamiques de survie, de besoin, de peur, et l'ego aussi, hein, l'ego il n'a pas pour fonction d'avoir peur à la base, hein. L'ego, il est là pour nous amener à bien vivre, à bien protéger notre corps sur cette terre. L'ego a ce rôle, mais lui-même n'a pas envie d'assurer ce rôle sur cette terre tout en ayant peur. Donc lui, si vous l'amenez à voir cet ego, la manière dont ses peurs parasitent tout ce qu'il vit sur cette terre, il ne demandera pas mieux que d'avancer aussi avec cet adulte en évolution. Hein. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'être dans le bien-être aussi, cet ego. Hein, qui a un bon partenariat où chacun assure ses fonctions. Lui, dans ses fonctions de permettre le bien-être physique, hein, et le soi supérieur, le soi en évolution, de permettre le bien-être psychique. Voilà, tout simplement, c'est un partenariat. Et donc là, quand je vous disais que dans les échanges avec les personnes qui étaient plus dans cette idée de, entre guillemets, rejeter l'ego, de ne pas de le zapper totalement, parce que il y a cette ressenti phobique que si le mental commence à s'exprimer, il va y avoir totalement mauvaise interprétation de tout et qu'on va être dans le faux. Non, pas du tout. Le mental, s'il n'est pas parasité par un ego qui a peur, il va bien fonctionner. Et c'est un merveilleux outil. Moi, dans ma profession, ce mental m'a amené à faire le pont entre ce système limité de la 3D et tous les systèmes élargis. Et c'est magnifique parce que vous avez plein de spécialités, pas que la systémie, mais vous avez la physique quantique, vous avez la géobiologie, vous avez vraiment des spécialités bien de cette 3D qui font le pont pour mettre en relief tous ces systèmes de l'invisible. Et ça, c'est magnifique, c'est grâce au mental qu'on peut mettre en relief tout ça. C'est grâce au mental, mais un mental qui n'est pas parasité par un ego qui a peur. Remarquez, encore une fois, restons dans cette réflexion, mais quand il y a de moins en moins peur de l'ego, on arrive à des règles systémiques, à mettre en relief des règles systémiques très très pertinentes.
Là, il n'y a plus quand l'ego lâche prise, l'ego ne va pas que se concentrer sur certaines idées et pas d'autres. Il va prendre tout. Il va pas prendre que ce qui conforte ses anciennes croyances. Hein, ça, c'est déjà important de voir ça. Il ne va pas mal interpréter. L'ego, enfin, le mental, lui, son magnifique travail. Moi, ce que je vois je parle de ce que je vis moi en travail systémique. Je me suis vue en tant que psychothérapeute vraiment évoluer depuis l'approche des systèmes élargis. Je me suis vue évoluer dans cette façon de reconstruire, en utilisant l'image, reconstruire un puzzle. C'est-à-dire que chaque histoire est singulière. Tout à fait, chaque histoire est singulière. Le mental va nous aider à interpréter, entre guillemets, la manière dont va s'emboîter tous ces puzzles. Vous pouvez avoir 1000 morceaux qui peuvent être d'ailleurs similaires pour 2-3 personnes. Si ils s'emboîtent différemment, on a une histoire de vie très différente. C'est ça qui est magnifique, c'est une capacité de synthèse. Le mental son travail, c'est de proposer une synthèse pertinente de tous ces morceaux de puzzle qui constituent la vie et l'histoire singulière de chacun. C'est là où vous pourrez retrouver des mêmes morceaux de puzzle chez chacun, mais qui vont s'emboîter différemment en fonction d'autres morceaux de puzzle très différents pour eux. Et l'histoire va vouloir dire différemment. Mais on peut extraire des règles systémiques, c'est magnifique. À force d'observation clinique, relationnelle, exhaustive, on peut extraire des règles systémiques. C'est pour ça que dans mes anciennes vidéos, je vous invite à regarder les anciennes vidéos, mais je démontre une sacrée règle systémique hyper importante à intégrer, dont on a du mal encore à intégrer vraiment l'importance, c'est que dans le symptôme, il y a la solution. Et comment peuvent s'extraire cette règle systémique? C'est à force d'observation clinique, au travers de différents symptômes très différents pour chacun, de les contextualiser, ces symptômes, en fonction de là où ils intervenaient dans des systèmes groupaux, que l'on peut se rendre compte que le symptôme a toujours une utilité fonctionnelle. Le symptôme porte le stress du système d'appartenance du sujet qui a le symptôme, toujours. Le symptôme porte le stress groupal, celui qui porte le stress groupal, qui porte le symptôme, est le sujet le plus sensible, le plus, entre guillemets, le plus généreux à ce moment-là. C'est lui qui implicitement va accepter de porter le stress du groupe. Après, on met en avant certaines règles comme quoi, magnifiquement, non, aucun hasard, c'est vraiment divin, la forme du symptôme détient tous les attraits pour régler la problématique personnelle du sujet. Je donne toujours des exemples très grossiers à chaque fois pour que ça vous parle, mais il faut aller se référer aux anciennes vidéos. Une sciatique pour telle personne, dans son système d'appartenance, en fonction de ce qu'il vit, ça va lui aider à ralentir un rythme, parce qu'il est pris dans quelque chose d'effréné. Et il y a une pression, parce que lui-même ne parvient pas à ralentir son rythme par rapport à ses propres repères, mais aussi par rapport aux repères de son système d'appartenance. Il a un champ de force groupale autour de lui qui va mettre pression pour qu'il ne ralentisse pas son rythme. Donc le symptôme arrive en lieu et place pour obliger le patient à prendre les bons repères. Et ce qui est magnifique, c'est que le patient peut toujours dire « Ah bah c'est pas moi, c'est le symptôme, je pouvais pas faire autrement ». Ce qui le décharge d'une grande pression à l'endroit de ses systèmes d'appartenance, par exemple. Vous voyez, c'est énorme. Et moi, je vous ai dit, il y a tellement d'exemples, mais c'est tout le temps comme ça. Je vous dis, une personne qui n'arrivait pas beaucoup de personnes, en règle générale, quand les personnes ont des phobies, c'est qu'elles n'arrivent pas à mettre la bonne distance dans certaines relations. Il y a toute une pression, un champ de force groupale qui les amène à se dire non, c'est pas bien, il faut pas que je mette de distance.
ils ne le font pas que pour eux, mais ils se sentent pris avec une pression où ils n'ont pas le droit de mettre des distances relationnelles, et ben le symptôme va les amener, va les obliger à mettre la bonne distance relationnelle pour établir un équilibre, et ils pourront dire ce n'est pas moi, c'est le symptôme. Et tout doucement, grâce à la forme du symptôme, ils vont pouvoir mettre en place les bons repères. Le symptôme oblige à mettre les repères fonctionnels qui ont du mal à se mettre en place par le sujet lui-même. Tout ça, c'est vraiment orchestré, c'est magnifique, on est aidé par le divin. Et les hasards n'existent pas. Au travers d'analyses encore exhaustives, on s'aperçoit que les accidents, les actes manqués, on analyse à un niveau relationnel exhaustif, on se rend compte que tous ces événements contraignants ont du sens pour faire avancer le consultant et ses systèmes d'appartenance. Voilà, bon, vous voyez comment le mental, s'il n'est pas gouverné par un ego qui a peur, et moi c'est ce que j'ai observé, hein, plus en psychothérapie j'ai lâché mes propres peurs, et ça, comment lâcher propre peur, c'est qu'inconsciemment on fait sa propre thérapie au travers de ces échanges thérapeutiques, hein. Plus j'ai libéré mes peurs et j'ai pu mettre en résonance ce qui dans les interactions mettait en relief des expériences traumatiques non réglées, plus j'ai pu les libérer, et plus on voit que ces libérations ont amené de plus en plus à accéder à ces règles systémiques. Vous voyez, c'est pas chacun de nous, que ce soit un psychothérapeute et le consultant en face, nous sommes amenés à évoluer en échange et à libérer nos peurs. C'est pour ça que je vous dis, j'ai encore une vidéo sur les aides extérieures où je mets bien en relief et je souligne à quel point c'est important que les patients, les consultants se rendent compte que les soignants sont leur propre outil de travail et qu'on n'est qu'au balbutiement de la psychiatrie et de tout ce système de soins. C'est pour ça qu'il faut se référer au fait que le mental joue bien des tours, bien sûr, aux souffrants, mais aussi aux soignants. Hein, et que ce mental, il faut le chouchouter. Parce que même les soignants ont du mal à le chouchouter. Ce mental, il est bien souvent rejeté sans que les personnes s'en rendent compte. Hein. C'est même ceux qui se disent très entre guillemets très dans l'analyse, dans le concret, dans l'intellectualisation. Hein. Donc finalement, ce mental, soit c'est la même chose, qu'il soit trop utilisé ou pas assez, c'est la même chose. Donc les personnes qui mettent en relief que ce mental peut nous parasiter, certes, elles ont raison, mais il ne faut pas qu'elles soient dans l'extrême inverse de ne pas du tout considérer leur mental. Voilà, ce mental, c'est notre outil d'adaptation. Si on le traite bien, si si on se rend compte à quel point c'est une richesse, ce mental, il va bien nous aider. Ça, c'est très important à mettre en relief, quoi. Il nous permet, ce mental, l'ancrage. Hein. Donc, moi, je vois trop de personnes en consultation thérapeutique qui, à un moment donné d'ouverture de conscience assez importante, hein, j'ai eu quelques personnes qui ont eu des éveils assez intéressants. Au moment de l'éveil assez impressionnant, ils étaient rattrapés, entre guillemets, par des peurs énormes, où là, vous pouvez avoir même des phénomènes qu'on appelle délirants, alors qu'ils ne sont pas délirants, c'est simplement que les consultants sont rattrapés tellement par des peurs qu'ils peuvent avoir des symptômes hallucinatoires, délirants. On dit délirants parce qu'on dans ce système 3D, on ne maîtrise pas tout, et on croit qu'il n'y a que ce système qui existe, alors que je pense qu'ils ont accès, ces personnes, à beaucoup de choses, et aussi à leur part d'ombre. Ils ont accès au divin, ils sont très sensibles, et au moment où ils s'ouvrent beaucoup dans leur ouverture de cœur. Moi, j'ai une personne qui dit toujours, mais je vais en mourir tellement je ressens de l'amour en ce moment, et en même temps qu'elle chopait tout cet amour, elle chopait aussi des peurs importantes, où elle devenait paranoïaque, elle percevait son entourage de très pervers, tout était en excès, parce que l'ego lui jouait des tours. Donc le mental analysait mal. Voilà. Donc il faut toujours se dire que cet outil du mental de la 3D est une
énorme richesse. Certes, on voit des personnes qui arrivent à dans ce lâcher prise, cette ouverture de cœur très pertinente à partir d'un choc émotionnel. Oui, d'accord. À partir de vécu émotionnel, à partir d'expériences spirituelles, de méditation, d'éveil. On voit que à partir de ce moment-là, l'ego va mieux fonctionner, va sortir de certaines peurs et va aider son mental à mieux fonctionner. Mais moi, je vous invite quand même à voir que si on utilise en plus le mental, mais c'est bien plus facile, parce que même ces phénomènes de libération émotionnelle, quand on peut les expliquer grâce à l'outil du mental, c'est encore plus facile, quoi. Moi, souvent, je travaille à un niveau mental, aider les personnes à se voir que, à voir justement que s'installer dans l'émotion négative, s'installer dans une peur, une colère, aide à la libérer. Mais je travaille ça intellectuellement avec eux. On reprend certaines expériences relationnelles vécues, certaines anecdotes qui leur permettent de voir que la libération d'une émotion négative, sa désagrégation, passe par s'installer dedans. Et j'invite par exemple à voir concrètement que la plupart du temps, un sentiment, quand on a un problème, une colère, une peur, soit on cherche une solution, soit on va essayer de faire entendre raison à l'autre, soit on va s'écraser pour avoir la paix, soit on va éviter l'émotion négative. Voilà. Donc soit on cherche une solution, soit on évite, mais on s'installe pas dans l'émotion. Alors que si on s'installe dans l'émotion, je reprends avec certaines personnes, souvenez-vous, et des personnes se souviennent, souvenez-vous d'une fois où vous êtes resté dans la peur, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bizarrement, elles se rendent compte que oui, la peur peut se désagréger. Au fil du temps, s'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont installés dans la peur, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ma vie, à ce moment-là, j'avais plus le choix, je suis restée dans la peur, et j'ai vu qu'il y avait un apaisement tout doucement au fil des jours qui se posait. Ça on le voit, hein, même concrètement, je pose toujours en parallèle les phobies physiques. Ça marche pareil qu'une phobie psychique, les phobies physiques. Il faut s'installer dedans, il faut s'exposer. Voilà. Et c'est comme ça qu'une phobie se libère. Voilà, tout simplement. Mais ça, quand on utilise le mental, qu'on donne du concret à la personne, mais c'est encore plus facile pour elle de comprendre. J'utilise aussi souvent le parallèle avec les symptômes. On voit que le symptôme permet de s'installer dans la peur. C'est une condensation du stress groupal, une condensation du stress du système dans lequel le sujet souffrant est, hein, dans tout son système. Donc on voit comment le symptôme oblige à rester dans la peur, et on voit comment dans sa forme le symptôme oblige à rester dans le cadre à mettre en place, le cadre qui fait peur, le cadre nouveau fonctionnel qui fait peur. Ça c'est que de la systémique, c'est que du concret. On peut mettre en relief concrètement comment le divin opère dans le côté matériel, dans le côté terrestre, pour obliger la libération des peurs, la saturation d'une problématique pour la libérer. Moi, je trouve ça magnifique. Et quand, en fait, c'est ça, c'est la clé essentielle, c'est de se dire que notre mental, c'est encore un outil qui va encore... Tout est unifié, donc tous les outils sont hyper pertinents. Autant utiliser tout. Mais le rejet, le rejet, c'est très dangereux. Le rejet, je vois trop de personnes en souffrance ou qui se sentent seules parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'en rejetant leur mental, elles se rejettent elles-mêmes. Donc, certes, elles sont connectées à du divin, elles ressentent des choses très fortes, mais elles ne peuvent pas les partager et elles ne peuvent même pas se comprendre. Elles ne peuvent pas intérieurement se faire confiance et faire confiance à l'univers. Parce que malheureusement, moi je ressens chez beaucoup de ces personnes qui sont très connectées, certes, un ressenti qu'il existe quelque chose, mais elles sont pas assez convaincues. Le mental, il les aiderait à être convaincues qu'elles ne rêvent pas. Parce qu'il y a une énorme souffrance. Et dans les échanges, on ressent un ego spirituel, entre guillemets un faux orgueil, un rejet du mental, mais aussi de la personne en face qui utiliserait cet outil, comme s'il y avait cette incompréhension et qu'ils pensaient que leur douleur venait du fait que ils seraient plus seuls si plus personne n'utilisait le mental. Alors que ça, c'est une fausse illusion. C'est que, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en utilisant, n'oubliez pas, l'extérieur, c'est un reflet de notre posture intérieure. S'ils rejettent une partie d'eux à l'extérieur, ils se rejettent eux-mêmes et ils vivent le rejet. Ils se sentent seuls.
Et il faut qu'ils aillent chercher la clé, non pas dans l'idée que c'est à l'extérieur que ça cloche, non pas que c'est ceux qui utilisent le mental qui les empêchent d'être près d'eux, mais c'est le fait que eux doivent se relier avec tout cet univers et avec ce mental à l'extérieur. Il ne faut plus qu'ils aient peur de leur mental. Il faut simplement que le mental soit fonctionnel. Et pour qu'il soit fonctionnel, leur mental, il faut qu'ils travaillent l'ego derrière, notre ego. On a tous un ego à libérer, donc ça amène à se confronter à nos traumatismes du passé. Et il y a différents moyens, bien sûr. Il y a toutes les techniques spirituelles, émotionnelles, corporelles, mais le mental est vraiment un excellent outil aussi. Et il est important. Moi, quand je vois dans beaucoup d'écrits, et moi ça me parle quand on dit que la foi, mais quand vous avez la foi, il vous arrive, vous pouvez qu'avancer, mais c'est exactement ça. Le mental donne cette foi, parce que l'homme est terrestre, il a besoin de concret, il est conditionné à du matériel, à du concret. Si on lui donne un outil concret, mais il va savoir davantage l'utiliser et avoir la foi. Parce que quand il peut l'homme prouver dans du concret, mais il a encore plus la foi. Et on se rend compte, moi je le vois, hein, en ayant cette approche très concrète, mais ma foi, c'est énorme, quoi. Je sais bien qu'on effleure, que je n'ai accès qu'à un 10 millième de tout ce qui se passe là-haut, mais sur le fait que tout ça existe et qu'on effleure un 10 millième de tout ça, j'en ai la foi totale. Et bizarrement, quand vous avez la foi, il y a tellement cette intégration que vous avez que des projections unifiées face à vous. C'est-à-dire que beaucoup d'événements extérieurs vous ramènent à l'unité. La présence de synchronie toutes les 2 secondes, le fait que vous faites des rimes. Moi, je fais souvent des rimes en consultation. Ça rime, c'est des répétitions, l'unité, l'amour. Plus vous avez la foi, plus vous êtes près de cette conscience que tout est unifié, plus l'amour que l'on a tous en nous s'ouvre et on le ressent, cet amour inconditionnel de plus en plus, quoi. On le ressent, on l'est, mais on le ressent de plus en plus. Tout et attraction, fusion au fil du chemin, quoi. Et la joie, l'humour, c'est quoi? L'humour, c'est de rapprocher des événements, les associer, en faire un jeu dans les associations. L'humour, c'est l'unité aussi, tout ça. C'est vraiment et le savoir, le plaisir de reconstituer ce beau puzzle que nous sommes chacun de nous, qui est si singulier, mais qui a des règles divines, et se rendre compte que dans la constitution de ce puzzle, il y a un sacré plaisir, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc c'est pour vous dire que je voulais vraiment faire cette vidéo pour passer le message essentiel qu'il ne faut pas rejeter ce mental. Il faut au contraire le valoriser pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais lui dire bon, maintenant, allez, c'est moi l'adulte, le soi en devenir là, je prends les rênes pour qu'on soit bien heureux tous les deux là, toi dans le bien-être physique, moi dans le bien-être psychique, et qu'on fasse une sacrée équipe pour avancer vers ce retour à notre essence première, vers vraiment la joie, l'humour. Et pour cela, le mental est encore un allié. Et encore un allié. C'est important. Et je pense que c'est très important. Parce que je vous dis, il y a un grand biais qui s'opère si on rejette trop le mental, c'est que à un moment donné, on a des gens malheureux, au perché, qui ne peuvent pas se faire comprendre, alors qu'ils ont accès à des belles vérités, mais ils n'ont pas assez accès à la belle essence qu'ils sont. Parce que des émotions négatives restent en eux, même s'ils tentent de les projeter sur l'extérieur, il y a toujours une partie d'eux qui souffre et qui marque un manque d'amour pour eux, qui se projette sur les autres, d'accord, mais s'ils sont dans ce rejet des autres, c'est qu'ils se rejettent eux. Et il faut revenir à l'idée première que nous sommes tous magnifiques. Hein, nous sommes tous magnifiques et que sans s'en rendre compte, quand on souffre, on s'en rend pas compte, mais on s'aime pas suffisamment et on se rejette et on rejette une partie de nous. Donc voilà, c'est le message essentiel que je voulais poser. Faisons de notre mental un allié. Il y a toujours une juste nuance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la voie symptomatique, je sais plus comment ça s'appelle, la voie symptomatique du milieu.
pour mettre en relief qu'il faut toujours être dans la nuance. C'est-à-dire, bien sûr, ne pas être dans l'excès de mentalisation, hein, parce qu'une fois que le mental, de toute façon, un mental qui fonctionne bien, je vous dis, sorti de certaines peurs, l'amour, la nuance peut prendre le dessus, mais comme j'avais dit, j'avais fait une vidéo justement pour mettre en avant que le mal, il fallait pas le rejeter, mais il fallait déjà prendre en considération sa présence, hein, pour le cerner, bien le circonscrire, ne pas être dans un phénomène entre guillemets new age, bisounours, où il y aurait un déni du mal, hein, ou une non considération du mal, mais ne pas essayer de rejeter le mal, le transmuter, c'est-à-dire de voir, et moi au travers de la systémique je trouve ça magnifique parce que on peut le mettre en avant, le mal qui serait sous forme du symptôme, d'accord, on n'a pas l'intention qu'il reste présent éternellement, il faut le transmuter, et quand on voit sa belle essence, ce symptôme qui dans son cœur détient la solution, la clé de la guérison, bah c'est magnifique. Donc il faut décoder le rébut du symptôme, voir en quoi il met en place des repères nouvellement fonctionnels pour accepter ces repères fonctionnels qu'il met en œuvre, c'est-à-dire une sciatique, et ben vous lâchez prise, vous acceptez que les repères qu'il met en œuvre, c'est de ralentir le rythme, vous résistez plus face à ça, et en acceptant ce symptôme, il peut disparaître. Que si vous luttez contre le symptôme, il va s'alimenter un certain temps. Donc considérez le mal dans ce qu'il détient comme clé. Donc il faut bien tenir compte de sa présence, hein, on est d'accord, il faut tenir compte de la présence du mal. Si vous ne considérez pas votre sciatique, faisiez semblant pas l'avoir, vous allez forcer, vous allez avoir encore plus mal. Donc il faut prendre en compte, ne pas dénier le mal, hein, on est d'accord, le prendre en considération, toujours le prendre en considération, l'écouter, l'écouter dans ce qu'il a à dire, pour le transmuter. Voilà. C'est un peu ce que disait Fabien Marchand dans une de ses vidéos, quand il disait que cet enfant intérieur, hein, cet enfant émotionnel, quand il sort de la cave, il faut l'écouter. Faut pas le remettre dans la cave. C'est pas en l'écoutant qu'il va se libérer de ses douleurs, et que l'adulte potentiel qu'il constitue va pouvoir s'exprimer. Voilà, donc il y a cette nuance à dire, certes, on n'est pas dans cette idée on n'est pas dans cette idée que, par exemple, l'ego ou le symptôme règne, hein, on est d'accord, mais de le considérer, de voir ce qu'il apporte de bon, et de le transmuter d'une certaine façon, mais de pas le rejeter. Voilà. Bon, je pense que l'essentiel, on se l'avoir posé, hein, donc toujours la nuance, la voie du milieu. Ne pas rejeter, considérer, et faire en sorte que il n'y ait pas chacun à sa place, chacun son travail, ses fonctions, et que l'ego, ou le mental ne prennent pas les rênes de tout, c'est tout. Chacun sa place, le mental a sa place, l'intuition a sa place, chacun sa place. L'ego, le soi supérieur ont leur place. Voilà. Un vrai travail d'équipe. Bon, je vous fais des gros bisous, et j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réflexion. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.